là, c'est ici qu'ils vont arriver en fait. Alors ils vont arriver par là, hop, et normalement le bus s'arrêtera là. D'accord. Pour qu'ils puissent rentrer. En fait, ça c'est le gymnase qui avait été aménagé la première fois. Mais la première fois, ils étaient 110. Là, ils sont 50. Là, ça sera l'espace presse pour l'arrivée du bus. D'accord. Pour que vous puissiez filmer. On va essayer d'aller interroger des gens, des volontaires. D'accord, ok. Je suis le délégué de l'Ordre de Malte sur les Pyrénées-Orientales. Compte tenu de la situation qu'il y a aujourd'hui en Ukraine, on ne peut faire autrement que de venir aider, quoi. Comment se sont passés les accueils des premiers réfugiés? Pour nous, c'était la première fois, donc le plus simplement possible, on les a accueillis comme on accueille des amis chez soi, quoi. C'est des femmes avec des enfants, on part de 2 ans et on monte jusqu'à 17, 18 ans. Les ados, plus compliqués, il y en avait un qui était handicapé, il y avait une famille de 6 qui était... je crois orphelins, donc c'était un petit peu compliqué. Des femmes meurtries qui ont leur mari au champ de bataille là-haut, qui défendent leur couleur et leur terre surtout. Et on a eu des moments d'émotion intense tout au long, et ça a été... il y a eu quelquefois quelques larmes. Et je pense qu'on va en avoir de nouveau, et je pense que plus on en recevra et plus ce sera compliqué dans le sens émotionnel, dans le sens où ce sont des personnes qui vivent de plus en plus des choses importantes, graves. Vous savez, au début, ils sont très refermés sur eux-mêmes, ils arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Quand on leur parle, ils ont l'impression que dans 3 semaines, ils vont repartir parce que les choses vont s'arranger. Moi, je le souhaite, franchement. C'est quelque chose qu'on le souhaite. Mais vous y croyez ? Je pense qu'il y a des égos qui font que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, à mon avis. On va voir quand le bus va arriver, mais normalement, il n'y a que des femmes, quoi, et des gamins, quoi. Les hommes restent pour se battre. C'est impressionnant. Hein. Et puis, c'est vraiment une population qui est très reconnaissante de ce qu'on fait. C'est très émouvant. Voilà. Alors bonjour Nicolas Lebourg, vous êtes politiste à Montpellier, à la faculté de Montpellier, et vous vivez à Perpignan. Vous êtes connu aussi pour vos positions plutôt à gauche, on ne va pas se le cacher, puisque nous sommes ici pour l'accueil d'un bus de réfugiés venus d'Odessa. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la politique municipale de Louis Alliot d'accueil des réfugiés ukrainiens. Bon, bien évidemment, personne ne s'attendait à voir quelqu'un historiquement engagé au Front National depuis les années 1990, vice-président de son parti, député, etc. Bref, avec le pédigré militant de Louis Alliot, s'engager pour des réfugiés. Ce qui est en plus intéressant dans la façon dont il l'annonce, dans la conférence de presse, c'est qu'il le fait en disant que Perpignan a une tradition d'accueil. Et en sous-texte, il y a plusieurs éléments. En fait, il se réfère à ce qu'on appelle ici la retirada, c'est-à-dire l'exil des réfugiés espagnols à la fin de la guerre d'Espagne en 1939. Il faut bien voir, il y a près d'un demi-million de personnes qui passent la frontière et qui vont se retrouver, pour une grande partie d'entre eux, dans des camps de concentration dans le département. En mars 1939, ici, il y a plus de gens dans les camps de concentration que de population libre. Alors c'est intéressant parce que d'un coup d'un seul, ça c'est une question de la mémoire antifasciste, c'est une mémoire qui avait beaucoup été utilisée par exemple en Midi-Pyrénées lors des questions d'alliance avec le Front National en 1998, cette mémoire de la retirade, cette mémoire des camps, et là d'un coup d'un seul elle est réutilisée par le Front National. Alors le terme d'accueil est peut-être un petit peu excessif dans le fait de mettre des gens en camp, mais c'est intéressant. J'étais content d'entendre Louis Alliot expliquer aux gens que une des raisons d'accueillir les réfugiés ukrainiens, c'était que les réfugiés, en plus, ils n'ont pas forcément vocation à rester, donc il faut faire des efforts. À Perpignan, on le sait bien, les Espagnols, une fois qu'on les a sortis du camp de concentration, une bonne partie d'entre eux retournent en Espagne, une autre partie va pouvoir vivre fort heureusement ici, ou aller vivre ailleurs dans le pays, mais qu'effectivement cet accueil de réfugiés, il est trop souvent confondu dans les polémiques xénophobe avec une installation des réfugiés, et je suis très content de voir qu'un vice-président du Rassemblement national comprend qu'on a à prendre notre juste part d'accueil des réfugiés.
все точно так же, к сожалению, вот бомбят. Pour l'instant, ça continue toujours pareil, il y a des bombes, les bombardements continuent. Я заканчиваю последний курс университета. Elle termine l'université. Гостиничное хозяйство и рестораны. Hôtellerie-restauration. Et vous comptez retrouver un métier proche ou une formation proche ici en attendant? Oui, à Argelès-sur-Mer. Ah, super. Oui, elles sont logées en famille. Oui, j'ai déjà trouvé un boulot. Oui, c'est parfait. C'est rapide. Si l'Europe peut venir en aide en Ukraine, ce serait formidable. Жилеты это самое, каски и наколенники. Cette femme vient en aide, elle habite à Argelès et elle vient en aide à sa manière, comme elle peut, elle vient en aide pour soutenir. Et c'est vrai que ce qui manque sur place, со слезами на глазах, потому что первая необходимость protéger нашего района. Pourquoi la France plutôt que la Pologne, l'Allemagne? А почему вы думаете? Дело в том, что Франция нет, она не больше. Просто Франция более богатая страна, можно по сравнению с Полонией. En fait, elle dit que la France est plus riche et elle est plus formée à soutenir. Что я очень боюсь, то что он не остановится. Если Украина упадет, он пойдет дальше. Это будет Польша, это будет Словакия, это будет дальше. C'est ce qui nous fait peur, les États baltes avec des minorités russophones pour justifier aussi. J'ai parlé russe toute ma vie et maintenant je commence à parler ukrainien. Bon, en tout cas, on est heureux de vous accueillir en France. Merci beaucoup Français, vraiment merci beaucoup toute l'Europe qui aide et c'est aussi c'est pour les France, pour l'Europe aussi, parce que même Hitler ne fait pas comme ça. Vous savez, le premier conquérant de la steppe eurasiatique a été arrêté, c'était Attila et c'était en France, au champ catalonique. Les personnes âgées, qu'elles soient manipulables, manipulées, c'est une chose, elles ont un certain âge et c'est difficile pour elles de prendre le recul sur la situation. Mais ce qui est triste, c'est de constater que la jeunesse n'arrive pas à se décaler finalement de ce regard et à se poser la question, ne serait-ce qu'au sujet des communications. Moi, je suis d'origine russe, ma mère était russe, mais je suis française née en France. Et ce qui me questionne, c'est ça, c'est ce mouvement au niveau de la jeunesse qui adhère presque à ce discours sans même avoir cette possibilité de se décaler de ça et de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Puisqu'au niveau des communications, ça commence à être perturbé aussi. C'est une joie parce que pour nous c'est très important d'être un tout petit peu sans danger, surtout pour les enfants, dormir sans les expressions et sans tout ça, ce qui se passe, même si Odessa c'est une des plus tranquilles villes en Ukraine, même là c'est affreux pour les enfants. Pour moi aussi, je suis adulte et pour moi c'est aussi très... Je n'arrive pas à trouver les mots. Et même en bus, vous comprenez que dormir en bus de nuit c'est pas très agréable, mais je dois vous dire que dormir en bus c'est beaucoup plus confortable que entendre les explosions. Et j'aimerais dire que c'est vraiment une aide très importante. Nous avons besoin de garder nos enfants et nous avons besoin de leur donner la possibilité de survivre parce que hier, 137 enfants sont morts. Ils sont morts durant ce mois, à partir de 24 février jusqu'à hier,
137 petites filles n'existent plus. Moi, je pense qu'il n'y a pas aucune cause qui peut permettre ça. Madame Jules. Nous avons fait partir 3 convois humanitaires donc pour l'Ukraine entre 2019 et 2021. Nous avons fait des collectes de jouets aussi pour les orphelins de l'Ukraine, pour les Noëls ukrainiens. Et donc là, quand le conflit a bien redémarré, je suis monté la nuit du jeudi au vendredi, récupérer mes 2 belles filles avec ma petite fille à la frontière. Et là, quand j'ai vu comment c'était, je dis c'est pas possible. Donc je suis rentré, j'ai envoyé un mail à la mairie de Perpignan de suite, et donc, la mairie m'a répondu de suite. Je leur demandais de l'aide pour pouvoir nous aider à ramener un maximum de repatriés. Il y a des choses qu'on ne dit pas, c'est assez violent. Voilà, ils sont en train de vivre quelque chose qui est vraiment lamentable, hein, parce que malheureusement les pauvres ils sont au milieu. Hein, toujours malheureusement dans une guerre, c'est toujours les mêmes qui pèlent comme on dit, hein, mais bon, voilà, c'est violent et puis c'est surtout triste, et surtout de voir des kilomètres de queue pour que les gens sortent de la frontière. Le premier voyage qu'on a fait, c'était des heures et des heures, même les gens ils attendaient des jours entiers. Et ils arrivaient à 22 h devant la douane et on leur disait c'est fermé, couvre-feu, il faut revenir à 6 h du matin. Les gens dehors, la neige, le froid, les femmes avec les poussettes, les enfants et tout, c'est catastrophique. C'est des gens qui sont très faciles à vivre, pas compliqués, pas difficiles, qui aiment les choses simples. Voilà, aujourd'hui c'est beaucoup de personnes qui viennent du sud d'Odessa, donc eux en général ils connaissent la mer, ils ont vu la mer. Mais les 2 premiers convois qu'on a fait, ils venaient de d'autres régions, et il y en a 90% qui n'ont jamais vu la mer de leur vie, quoi. Donc c'est vrai, pour ça, quand ils vont venir ici à la plage, quand on va faire des sorties, ça va être extraordinaire, quoi, parce que pour eux c'est magnifique. Ouais. Et même là, quand on est arrivé dans le bus, dès que j'ai dit, on était sur l'autoroute, Perpignan, tout le monde, bravo, bravo, Perpignan, tout le monde a applaudi. On a dit que dans ce convoi, il y avait un nourrisson, un bébé. Oui, une petite fille de 18 mois. Pas 18 mois. 18 mois, la petite, elle a 2 mois, je m'excuse. Elle a 2 mois, la petite. Mais juste avant la guerre. Juste avant la guerre. Mais vous savez qu'il y en a beaucoup qui sont nés dans les caves. Beaucoup. Donc là, c'est les sponsors qui ont aidé, voilà, les gens qui se sont mobilisés. Et c'est vrai que si on a les moyens de pouvoir en faire partir un autre, on le fera partir, quoi. Parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Là, toutes les familles qui sont là, ils sont déjà prévus de repartir avec les familles d'accueil. Donc là, tu t'es organisé, là maintenant ils vont descendre, ils vont prendre des vêtements, et après ils partent directement avec les familles. Pourquoi toi tu as de suite accepté en fait, de recevoir les réfugiés ukrainiens? Quand tu as pris cette disposition proactive en fait, dans la matière, en fait, qu'est-ce qui t'a motivé à tout ça?
Il faut dire qu'on avait deux choses. Une association sur place, ça aide, qui était avec beaucoup de renseignements et qui avait des besoins, qui ne savait pas à qui s'adresser, puisque au niveau de la préfecture, aucune réponse, et que Perpignan étant la grande ville, ils sont venus nous voir tout de suite. Et donc on a réfléchi et on a dit oui, il faut les aider de toute façon. Et la première chose que j'ai faite, moi, c'est d'appeler le transporteur, pour savoir si on pouvait avoir des bus, puisqu'on a un transporteur de la ville et de l'agglo. Et eux, on dit tout de suite oui, avec plaisir, et donc c'est parti comme ça. Mais il ne fait aucun doute qu'à Perpignan, c'est une problématique qui motive les gens, parce qu'on est une ville qui a connu, dans l'histoire contemporaine, on va dire, beaucoup de ce genre de choses. On pense aux républicains espagnols, on pense aux juifs, on pense évidemment aux harkis, aux pieds noirs. Donc on peut dire que la population elle est sensibilisée ici à ce genre de choses et tout le monde s'est mis à disposition. Et la meilleure preuve, c'est qu'on a eu 500 propositions de logement alors qu'on attendait 110 personnes. Il y a eu un véritable élan de solidarité. Le marché Saint-Charles a fait des colis pour distribuer. Je veux dire, on a manqué de rien, quoi. Tout le monde était là. Ah ben oui, ils sont tous là. Frédéric Bertin, je suis cadre de santé en psychiatrie, particulièrement en pédopsychiatrie. On est là pour accueillir, repérer, détecter des signes que pourraient présenter les personnes, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes, pour pouvoir leur permettre éventuellement d'avoir accès à des soins si besoin était. Après, nous on les voit le temps de l'accueil, mais s'il n'y a pas de signe particulier, on ne peut pas aller au-delà. Il y a le temps où ils arrivent, le temps où ils se posent, le temps où ils sont accueillis, et c'est peut-être dans ces phases-là qu'ils peuvent présenter des troubles qui peuvent être variés, peut-être des troubles de l'alimentation, du sommeil, de la concentration. Et on pourrait repérer des enfants qui sursautent quand il y a un ballon de baudruche qui éclate, ou quand il y a un bruit sec, des réactions d'effroi. Nous on a fait attention à avoir une approche toute douce, toute sereine. On n'est pas là pour leur sauter dessus quand ils arrivent. On les laisse venir vers nous et plus souvent c'est facile. Nous recevons plusieurs familles d'Ukrainiens dans nos appartements. Le CCS est propriétaire de logements et donc on les loge dans ces appartements. Même au premier voyage des Ukrainiens, on s'est investi dans leurs besoins alimentaires et vestimentaires aussi, d'hygiène, vous voyez. Le marché Saint-Charles nous offre des fruits et des légumes et on les dispatche et on va leur distribuer. Et c'est vrai que si ils auront besoin qu'on les suive sur différents sujets, on le fera. C'est le rôle du CCAS. Il y a une petite jeune qui parle français là-bas. Il y a les journalistes qui sont là et je voudrais parler à une famille qui est arrivée, qui parle un peu français. Tu voudrais parler toi, un petit peu? Super. J'apprends le français pendant l'école et dans l'université maintenant. J'étudie à Michnikov, faculté de langue étrangère, et le français c'est mon langue étrangère première. J'espère que la guerre en Ukraine est finie et je peux rester de ça. Notre père est resté à la maison parce qu'il travaille dans un objet stratégique pour aider la ville à fonctionner. Mes amis sont restés à Odessa, mon chien, mon chat. J'ai beaucoup à Odessa. Je voulais voir mes amis et mon père.
C'est mes deux sœurs et c'est ma mère. On va les faire partir parce que là c'est un peu trop fatigant les démarches administratives. Merci. Au revoir. Au revoir. Une fois à la maison, quand vous serez reposé. Compris? Et je prends un traducteur? D'accord. Russe ou ukrainien, c'est quoi le mieux? Russe. Ce que des mamans m'ont dit sur les résidences où je vais quasi quotidiennement, c'est que la journée ça va. Tant que les enfants sont réveillés, ça va. Par contre, quand les enfants dorment, toutes les mamans ont tendance à se réunir et c'est là que ça commence un petit peu à craquer, quoi. Le peuple russe est tenu par la peur. Si on regarde l'histoire de la Russie, c'est ça depuis tellement d'années au final. Ils réfléchissent non pas pour suivre les ordres parce qu'ils sont convaincus de l'utilité de faire ce qu'il leur est demandé, mais c'est par la peur. Et quand un peuple a peur, on lui fait faire tout et n'importe quoi. Le témoignage que je garde le plus en mémoire, c'est cette femme, Tatiana, elle s'appelle. Et quand elle est descendue du bus, elle m'a agrippée, elle avait le regard pas agressif mais complètement paniqué et elle m'a posé une question. Et réellement, hein, je l'oublierai jamais cette question. Explique-moi comment on peut tirer sur une poussette. Elle s'est réfugiée dans une cour avec son amie qui était enceinte. Elle s'était cachée dans un coin, elle avait en face d'elle son amie enceinte qui tenait une poussette. Elle me dit, explique-moi, ils ont tiré sur la maman enceinte qui est tombée devant moi et ils ont tiré sur la poussette ensuite. Explique-moi comment ça c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question? Là, je vous pose la question et j'en suis... Ouais. Ils ont organisé des couloirs humanitaires pour les mamans, pour les enfants. Je vois que vous êtes émus vous aussi, mais moi aussi. Les mamans ont commencé à s'orienter vers ces couloirs humanitaires. Ils les ont tous fusillés. Des femmes enceintes, des mamans, des poussettes. Comment est-ce qu'ensuite ils peuvent avoir confiance et s'orienter vers de nouveau des couloirs humanitaires? C'est pas possible. On leur dit il y a des couloirs qui se sont ouverts, mais prouvez-nous qu'on va pas nous fusiller sur place, parce que c'est ce qui s'est passé quand même au début. Il y a une autre femme qui m'a dit que je suis descendue de mon appartement. Dans mon appartement, il y avait encore mon fils aîné, il y avait encore ma mère. Quand je suis sortie de l'appartement avec mes enfants les plus jeunes, et je suis partie non pas pour fuir mon pays, mais pour mettre mes enfants en sécurité, il y a une bombe qui est tombée sur l'appartement, je ne sais même pas si mes enfants sont encore en vie. Ça s'est passé à 2 minutes. Et toutes les mamans disent la même chose, on est venu en France non pas pour fuir notre pays, mais pour mettre nos enfants en sécurité. Et c'est nos maris qui nous ont poussés à partir et à fuir le pays. Sinon, nous, on serait restés pour les aider sur place. Avec mes origines, je sais un petit peu modestement qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme habitude alimentaire, etc. Et donc j'aurais pu leur trouver, parce que dans les banques alimentaires, il n'y a pas des produits spécifiques russes ou ukrainiens. Donc par exemple, je suis allée dans un magasin bio, parce qu'en France on ne trouve pas ailleurs, de la kasha. La kasha, c'est les graines de sarrasin. Et je leur ai apporté il y a 2 jours sur les résidences, quand ils m'ont vu arriver avec ces produits, leurs produits à eux, ils ont sauté sur les sachets et se sont servis et c'est tant mieux. Ça paraît pas grand chose et en même temps leur retrouver des habitudes, c'est offrir un peu de stabilité et même si c'est pas grand chose, c'est déjà ça, parce que tout a changé pour eux. Donc maintenant que l'urgence est passée, c'est prendre le temps avec eux, de se poser, d'y aller, de discuter. Ça permet de créer des liens et ça vient sécuriser aussi les familles. Bien sûr qu'on aborde les questions de qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que ça va s'arrêter, mais on ne sait pas ça. Mais au moins on est là. Aujourd'hui on est là avec eux et on sera là demain.